Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Une année qui a été compliquée pour nous, qui a correctement commencé, mais qui malheureusement a suivi un cours tout à fait désagréable depuis l'été jusqu'à l'embellie de ces 3 derniers matchs avec 3 victoires et surtout 3 clean sheets. On était une équipe qui encaissait quasiment 2 buts par match. Et évidemment, quand vous commencez vos matchs avec quasiment 2 buts dans le cornet, c'est très très difficile de s'imposer, surtout quand votre attaque est elle-même assez balbutiante, comme moi à ce stade. Donc on va s'intéresser à Pierre Sage, ce qu'il a changé, puisqu'évidemment il est évidemment très important dans ce regain d'efficacité de l'Olympique Lyonnais. Et on verra dans une deuxième partie ce qu'il faut encore améliorer, parce que s'il y a eu des progrès, mais vous allez voir des progrès finalement relativement basiques. Après, moi je ne suis pas tellement satisfait du niveau de jeu global, si l'on veut dire. On a fait 3 matchs, on va dire, d'équipe de bas de tableau. C'est-à-dire costaud défensivement, jeu de transition rapide, un peu de réussite parfois, notamment sur les 2 derniers matchs. Alors, il y a d'autres matchs où on a manqué de réussite, donc d'une certaine manière sur l'ensemble des matchs ça va s'équilibrer. Mais je pense qu'on ne peut pas faire une saison complète avec ce style de jeu. En tout cas, j'espère que ça va pas être ça. Et surtout, vous allez voir que dans le calendrier, il va falloir que très rapidement on s'y remette dès le 14 janvier. Alors certes, il y aura la Coupe de France le 7, mais bon, on va dire face à Pontarlier, a priori, on ne devrait pas connaître trop de soucis. Mais le 14, on se déplace au Havre et vous allez voir que les adversaires qui se présentent derrière ne sont pas forcément simples et que notre position actuelle pourrait assez rapidement être remise en cause si on n'arrive pas à s'améliorer dans le jeu. Alors vous le voyez, le 7 janvier, face à Pontarlier, plus exactement à Besançon contre Pontarlier, un match face à une équipe quand même assez modeste, qui ne devrait être qu'une formalité et qui sera peut-être d'ailleurs l'occasion de relancer certains joueurs. Ensuite, on enchaîne déplacement au Havre. Alors attention, le Havre, ce n'est pas facile du tout. Ils ont battu Nice 3-1 à domicile. Nice, 2e du championnat, donc ce n'est pas n'importe quoi. Ensuite, on reçoit Rennes. Alors Rennes, en difficulté, mais bon, malgré tout, cette équipe a de très bons joueurs. Et on peut penser peut-être que Julien Stéphan va trouver des clés pour mettre leur qualité en avant. Et ensuite, vous voyez, réception de Marseille, déplacement à Montpellier, réception de Nice, déplacement à Metz, réception de Lens. Écoutez les amis, il faut pas s'endormir sur notre laurier. Quand j'entends certains qui disent, vu les 3 victoires, il faut rien changer dans l'effectif. Oh là là, surtout pas les amis. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur la valeur de ces 3 victoires, parce que le fond de jeu était quand même assez discutable. Certes suffisant sur ces matchs-là, mais je ne pense pas qu'il sera suffisant. Donc vous voyez, il faut pas du tout se relâcher. Et en plus, évidemment, élément qu'il faut absolument prendre en compte et qu'il faudra prendre en compte dans le mercato, la CAN. Alors nous, on a notamment Nuama qui est concerné et qui, même si moi j'ai des réserves sur le joueur, est quand même un élément important de notre équipe. On peut espérer le voir continuer à progresser. Je trouve qu'il y a du progrès chez lui, même si on est encore très très loin d'en avoir pour les 25 millions que ce joueur a coûté, même si c'est pas nous directement qui avons sorti la somme. Alors justement, on va dire les éléments qui ont permis à Pierre Sage de relancer l'équipe après le passage éclair de Fabio Grosso. La première chose, c'est le management. Fabio Grosso avait un management, on va dire, conflictuel. Il rentrait dans la tronche des joueurs, il les mettait, on va dire, à genoux sur le plan physique. Et le problème, c'est que quand vous avez un management comme celui-là, si vous n'avez pas de résultat, tout s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé
J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet qui s'appelait Fabio Grosso joue-t-il avec le feu? J'expliquais que c'était plaisant pour certains supporters de savoir que les joueurs en chiaient lors des entraînements, mais que ce management, on va dire, qui consiste à remettre à zéro les statuts et à rentrer dans la tronche des joueurs, la méritocratie absolue, parce que la méritocratie, on peut l'avoir de deux manières. Il y a la méritocratie du moment et il y a la méritocratie globale. Et en fait, Fabio Grosso considérait que, par exemple, un Mama Baldé qui va se donner comme un chien à l'entraînement et un Lacazette qui a une carrière quand même très intéressante où il a prouvé beaucoup de choses, finalement, devait être considéré sur le même plan. Alors ça, évidemment, dans un monde idéal, ce serait très bien. Mais le problème, et ça c'est ce que Fabio Grosso a, j'espère, appris lors de son passage à l'Olympique Lyonnais sur un club de ce niveau, parce que peut-être qu'à Frosinone, ce type de management peut passer, mais à Lyon, vous avez des joueurs qui sont des stars, qui ont démontré des choses, et quoi qu'on peut penser, vous ne pouvez pas les traiter de la même manière que des jeunes joueurs ou que des joueurs qui viennent d'un passé moins glorieux. Alors, ce qu'il y a, c'est que si les joueurs que vous allez mettre sur le terrain parce qu'ils ont été impliqués à l'entraînement, s'ils sont bons pendant les matchs, évidemment, vous retournez les choses en votre faveur. Le problème, c'est que Fabio Grosso, en mettant ceux qui, selon lui, étaient les meilleurs à l'entraînement, il se trouve que sur le terrain, c'était les plus mauvais. Et finalement, ceux qui sont pas forcément hyper impliqués, qui en donnent pas suffisamment à l'entraînement, eh bien ce sont vos meilleurs joueurs. À un moment donné, ça ne peut pas passer, tout simplement parce que vous mettez ces joueurs-là à dos, et que si vous avez vos meilleurs joueurs à dos, si les pas bons ou les moins bons ne font pas le job, on en arrive à la situation où on en est, c'est-à-dire 7 matchs avec une seule victoire contre Rennes, réduit à 10. Donc, ce qui est certain, c'est que Pierre Sage, lui, a fait l'exact opposé, puisqu'il a remis les cadres à l'honneur, les Lovren, les Tolisso, les Lacazette sur le terrain, quelle que soit leur performance, tout simplement en se disant, bien que ces mecs-là, on va dire, ne soient pas au top depuis le début de la saison, malgré tout, ça reste les meilleurs à leur poste, quoi que les supporters puissent en dire. Vous n'avez pas de meilleur milieu de terrain dans notre équipe que Tolisso et Cacré. On peut retourner les choses dans tous les sens. Vous n'avez pas de meilleur attaquant que Lacazette. 4 buts sur les 3 derniers matchs. Et des buts décisifs. Et je dirais même que Ryan Cherki, avec toutes les limites et les réserves que l'on peut avoir sur lui, eh bien vous n'avez pas de joueur plus créatif en tant que milieu de terrain. J'insiste, en tant que milieu de terrain ou milieu offensif, voire même ailier. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ce management est l'issue du match contre Nantes, où c'est Ryan Cherki qui fait le travail et qui donne un ballon cadeau à Lacazette, vient conforter sans doute Pierre Sage dans son idée qu'il a absolument raison de faire confiance aux cadres et aux petites vedettes de notre équipe. Donc voilà, en fait, il a fait l'exact opposé de Fabio Grosso, c'est-à-dire de la câlinothérapie, mais je pense avec des contreparties. Et en fait, ça, il explique en conférence de presse que pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir avoir, on va dire, de la liberté, il faut d'abord être extrêmement rigoureux sur les tâches communes, sur les tâches défensives. Et c'est quelque chose d'extrêmement simple, ça on va pas se le mentir, mais parfois il faut en revenir aux bases, et c'est exactement ce qu'a fait Pierre Sage. Deuxième chose qu'il a faite, et je pense que ça démontre aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout borné, il a voulu jouer flamboyant, 4-2-3-1 à Lens. D'ailleurs on réalise selon moi un bon match, et la défaite à mon avis est vraiment imméritée. Je dis pas qu'on méritait de gagner, mais disons que ramener un point, ça n'aurait pas du tout été scandaleux. Après, contre Marseille, c'est des choses, à mon avis, tout à fait différentes. Je pense que les joueurs ne voulaient pas jouer ce match, et que ça s'est senti. Il n'y avait pas du tout de vie dans cette équipe, il n'y avait pas du tout de vie et d'envie. Donc je pense que c'est un match à mettre entre parenthèses.
Mais en tout cas, dans ces 2 matchs-là, on prend 3 buts à chaque fois. Donc évidemment, on pouvait pas continuer comme ça. Pierre Sage, là aussi, on revient à des choses simples. Je ne suis pas assez bon défensivement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un défenseur dans ma défense. Donc maintenant, on joue en 3-4-3 avec donc nos 3 défenseurs centraux qui ont en plus l'avantage, et ça c'est vraiment pas neutre, d'être de très grande taille. Les 3 dépassent le 1m90. Donc finalement dans les airs on n'est pas du tout embêté, et ça ce n'est pas rien. Je me souviens qu'une fois un des abonnés m'avait dit directement dans un commentaire que j'étais le seul à parler de la taille des joueurs. Alors il est vrai que moi je viens du monde du basket, donc la taille évidemment est quelque chose de très important. Et je m'arrachais les cheveux sur le fait qu'on avait une équipe de trop petite taille. Là il est évident que quand vous alignez Lovren, Kaletachar et O'Brien, eh bien vous avez de la taille évidemment. C'est très intimidant même physiquement, hein. Au-delà du jeu aérien, pour les joueurs adverses, eh bien avoir des mastars comme ça en face de vous, eh bien c'est intimidant, quoi qu'on en pense. Vous rajoutez Tolisso, qui fait pas plus d'1m90, mais qui fait son 1m83-84 et qui est quand même assez stock. Eh bien, mine de rien, tout ça vient impacter physiquement et même, je dirais, un peu moralement les attaquants adverses, parce que quand vous avez des centres aériens et que nos défenseurs prennent tout de la tête, eh bien, c'est une partie du jeu qui s'évanouit pour l'adversaire. Donc oui, pour moi, la taille, c'est très important, notamment sur les postes défensifs. Et même sur le poste numéro 9, d'ailleurs, je pense que dans le recrutement d'un numéro 9, il faudra absolument prendre un numéro 9 de grande taille qui aura pour avantage d'avoir un profil différent de celui de Lacazette, qui pourra jouer davantage en pivot, et qui évidemment sera dangereux avec le jeu de tête sur les centres, et enfin qui pourra permettre de jouer à 2, pourquoi pas imaginer passer en 4-4-2 avec un numéro 9 de grande taille et Lacazette, ce qui permettra d'avoir, on va dire, des menaces un petit peu différentes. On peut imaginer aussi que ce joueur vienne en rotation de Lacazette. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, mais je pense que sur les postes offensifs aussi, on manque de taille, puisque je pense que le plus grand c'est Kadewere, et que il joue ailier, donc il est pas très souvent présent dans la surface. Donc évidemment, hormis sur les coups de pied arrêtés, le jeu de tête de Kadewere, on ne peut pas vraiment l'utiliser. Alors puisque j'en parle justement, les coups de pied arrêtés, on peut dire que là aussi, il y a eu une vraie évolution, et ça nous a d'ailleurs permis de marquer des buts. Alors malheureusement, des buts pas dans les matchs qui comptent le plus, mais en tout cas d'amener le ballon dans la surface, puisque dans le jeu, on n'en est pas vraiment capable. Donc il y a eu un vrai travail sur ce sujet. On a remarqué évidemment que Maxence Cacré ne tirait plus les corners et les coups francs, ce qui à mon avis est une très bonne chose. Je préfère le voir sur le repli défensif plutôt que de tirer des coups de pied arrêtés. Donc c'est Nuama qui les tire en majorité, et parfois c'est Ryan Cherki. Ça dépend un petit peu quelle est la zone que l'on veut atteindre dans la surface. Mais je pense que ça c'est une très bonne chose. Évidemment nos grands apportent évidemment, j'ai dit beaucoup évidemment il me semble, ils apportent leur taille, ils apportent un danger, ça peut permettre des déviations, ça peut permettre de marquer des buts, ça peut permettre aussi de mettre de l'incertitude dans la surface adverse, et notamment contre Toulouse. Eh bien, cette présence dans la surface a permis à Alexandre Lacazette de marquer 3 buts de renard des surfaces. C'est pas des actions construites, mais en tout cas, tout cela était amené suite à des coups de pied arrêtés qui ont généré un peu la zizanie dans la défense adverse. C'est pas glorieux, c'est pas glorieux, c'est pas de la belle construction de jeu, mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, ça nous dépanne clairement. Donc ça, c'est aussi à mettre au crédit de notre ami Pierre Sage. Enfin, dernière chose qu'il a faite, et c'est une chose qui avait été beaucoup reprochée à Fabio Grosso, qui s'en défendait en disant qu'il n'avait pas trouvé son 11. Écoutez, pour Pierre Sage, il n'a pas fallu très longtemps pour trouver son 11, il lui a fallu 2 matchs. Et d'ailleurs, il n'a pas changé grand-chose par rapport à ce 11, mais en tout cas, il renvoie systématiquement le même 11. En effet, quand vous prenez une équipe en cours de saison, déjà, quand vous prenez l'équipe depuis le début de la saison, c'est pas toujours facile d'installer un jeu, un style de jeu, des connexions entre les joueurs,
Mais quand vous arrivez en cours de saison, bah, vous n'avez pas ce temps-là. Donc Pierre Sage, il a dit, bah écoutez, moi je vais mettre les 11 meilleurs sur le terrain, sans trop me poser de questions. Faut dire, quand on voit le niveau des remplaçants, il n'y a pas trop de mal à dégager un 11. Mais il a dit, je vais mettre tout le temps le même 11. Même si les joueurs vont être pas forcément performants sur un match, je les connais. On les connaît tous d'ailleurs. J'ai confiance en eux. Et je pense que ça va finir par payer. Et l'exemple Ryan Cherki est absolument parfait, puisque sur les 4 premiers matchs où il est titulaire avec Pierre Sage, on va dire, il n'est pas du tout transcendant, hein, loin de là, mais il continue à le titulariser. Et c'est dans le 5e match, donc face à Nantes, où il débloque totalement la situation. Donc, une continuité, une responsabilisation des cadres, et on va dire un management beaucoup plus consensuel, ont permis à Pierre Sage de relancer l'équipe. Mais, bien entendu, je pense que tout cela n'est pas suffisant. Si on veut être honnête, contre Monaco, c'est quand même un peu le miracle des loups, hein, cette victoire, même si je pense que de toute façon, on aurait ramené au moins un point, ce qui aurait, à mon avis, été une très bonne performance. Face à Nantes, 1-0, là aussi, c'est pas flamboyant, surtout si on se rappelle de l'action, hein, c'est-à-dire c'est une intervention des 2 défenseurs qui n'arrivent pas à arrêter Ryan Cherki, contre favorable pour lui. Ensuite, il fait une passe entre les jambes du défenseur. Est-ce que tout ça est planifié? J'ai un peu de mal à le croire, mais bon, je ne vais pas dégrader ce que nous avons fait, mais je pense qu'il faut rester réaliste. Et effectivement, il faut améliorer considérablement cette équipe. 3 ou 4 recrues majeures en plus de Lucas Perry et Adrielson. Vous savez que ça, ce sont des recrues Textor. Malheureusement, c'est le boss, donc s'il impose ses recrues, évidemment personne ne peut rien y faire. 20 millions pour ces 2 joueurs, c'est à mon avis bien cher payé. Mais vous le savez, l'Olympique Lyonnais est la banque officielle de Botafogo, et l'avantage pour Botafogo, c'est que on ne leur fait pas des prêts, on leur fait des dons. Donc on leur a donné 10 millions l'hiver dernier pour Jeffinho, on va leur donner 20 millions pour 2 joueurs qui seront sur le banc. Donc on aura dépensé 30 millions pour des joueurs qui sont sur le banc. Alors peut-être que ceux-ci deviendront titulaires dans le futur. Pour Lucas Perry, c'est possible. Pour Jeffinho, j'ai du mal à y croire. Pour Adrielson, je n'y crois pas du tout. Bref, voilà, c'est la multipropriété de Monsieur Textor. Nous sommes la vache à lait de Botafogo. Et c'est dur ce que je vais dire, hein, mais c'est malheureusement la vérité. Et Molenbeek est la poubelle de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on leur a envoyé Jeffrey Adelaide, Florent Da Silva et Youssouf Koné. Alors on l'a donné, on a filé Mboup, ce qui à mon avis est une erreur, mais enfin bon, parce que quand on voit nos problèmes dans les ailes, je pense que Mboup il aurait sans doute pu apporter quelque chose. Mais bon, c'est la multipropriété, c'est comme ça, pour le moment, nous, on ne peut rien y faire. Alors, ça, c'est l'état actuel de notre équipe, vous le comprenez, on respire, on passe des vacances tranquilles, mais j'ai montré le calendrier, les choses sérieuses vont recommencer très très vite, et bien entendu, on compte énormément sur le mercato. Alors sur ce mercato, on entend beaucoup de choses. Au début, on a entendu il va y avoir 7 recrues. Ensuite, ça a été finalement on va pas changer grand chose parce qu'on a 3 victoires de suite. Au final, ce sera plutôt 5 recrues. Alors ces 5 recrues, est-ce qu'elles incluent Perry et Adrielson? Ça, je ne sais pas. Mais l'idée, en gros, c'est déjà dans les profils ramener des joueurs davantage référencés. Ce qui est certain, c'est que cet été, certes avec un encadrement de la DNCG, on est allé chercher beaucoup de paris, et parmi ces paris, il y en a pas beaucoup qui ont fonctionné. Alors on pourra dire que O'Brien, ça a fonctionné, sans doute une des meilleures recrues en rapport qualité-prix de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Mata, bon là pour le coup c'était un joueur référencé, donc moi je le considère pas du tout comme un pari. Mais ce qui est certain, c'est que les Alvero, les Akuoku, les Maitland Niles, les Baldé, écoutez, ce sont des fiascos absolument monumentaux et des fiascos que l'on paye encore aujourd'hui, puisque notre classement, il est certes dû à des atermoiements sur le coaching, mais il est lié aussi au niveau de certains joueurs, puisqu'il suffit que vous ayez un suspendu, un blessé
ou un joueur qui n'est pas dans son match ou qui pour différentes raisons n'est pas dans l'équipe, vous allez piocher dans le banc et là le niveau il ne baisse pas, il s'effondre. Donc évidemment tout cela est très pénalisant et donc ce mercato d'hiver va devoir réussir cet hiver ce que l'on n'a pas réussi à faire cet été. Il faut dire que cet hiver on a une enveloppe qui est doublée par rapport à l'été. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est l'encadrement au niveau de la masse salariale. Parce que c'est bien beau d'avoir 50 millions pour recruter, mais si vous ne pouvez pas donner des salaires, on va dire conséquents, vous ne pouvez pas attirer des joueurs référencés, vous pouvez attirer des jeunes, des joueurs d'Amérique du Sud, mais vous ne pouvez pas attirer de joueurs référencés, ce qui veut dire que pour attirer des joueurs, vous allez devoir en faire partir. Alors, il y a plusieurs noms qui circulent, vous le savez, Diomandé n'est plus en odeur de sainteté, Baldé non plus, mais je vois pas Baldé accepter de retourner à 3 en Ligue 2. Déjà, le salaire, ce sera pas le même si ça fait partie du City Group. Donc je vois pas Baldé accepter de retourner à 3. Bon, il est en prêt jusqu'au mois de juin, donc je pense qu'il va rester jusqu'au mois de juin. Bon, sauf si on arrive à le convaincre en lui disant tu ne joueras plus une minute jusqu'à la fin de la saison. Ça peut effectivement être le cas. Moreira, un prêt payant quand même assez cher, plus de 2 millions, je crois. Pour l'Olympique Lyonnais, ça paraît pas beaucoup, mais quand vous êtes encadré, c'est beaucoup. On sait que le club aimerait bien se débarrasser de Lovren. Qui est un énorme salaire. Moi, je n'exclus pas aussi un départ de Tagliafico, qui est un énorme salaire. Il faut savoir qu'avec le salaire de ces deux joueurs, donc à peu près 10 millions cumulés, s'ils partent, vous pouvez prendre 5 joueurs à 2 millions. Et 2 millions, vous avez des vrais joueurs référencés. Si vous rajoutez les départs de Diomandé, peut-être de Shkelly Alvero en prêt, je ne pense pas qu'on va transférer Shkelly Alvero. Shkelly Alvero, qu'il faut savoir, est un protégé de Mathieu Louis-Jean. Qui, dans une des rares interviews qu'il a données sur la chaîne de l'OL Play, faisait le panégyrique de Shkelly Alvero, en précisant toutefois que c'était un projet sur du long terme. Moi, là pour le coup, je vais revenir sur sa taille, non pas comme un avantage, mais comme un handicap. Parce que la contrepartie d'être grand, c'est que effectivement vous prenez des duels de la tête. Mais par contre, effectivement, avec un centre de gravité beaucoup trop haut, vous avez beaucoup de mal à vous déplacer, et notamment à vous déplacer avec le ballon, surtout face à des milieux de terrain d'1m85 ou d'1m80. Et on voit que Shkelly Alvero, dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est la catastrophe. En plus, je me demande s'il n'y a pas des problèmes de comportement avec ce joueur, qui, rappelez-vous, était arrivé en retard à la causerie alors qu'on était à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est arrivé en bus ou en avion avec tout le monde, il était à l'hôtel avec tout le monde, le mec arrive quand même à être en retard à la causerie. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et je remarque que depuis quelques matchs, il n'est plus du tout dans le groupe. Donc je me demande s'il n'y a pas des problèmes de comportement avec ce joueur, ce qui d'une certaine manière serait encore à mettre au débit de Mathieu Louis-Jean, qui non seulement a pris un joueur qui n'est pas bon, en tout cas qui n'est pas prêt à être bon en Ligue 1, et qui en plus a un comportement extrêmement discutable. Mais là, je projette, mais je me dis, quand on voit qu'on commence les matchs avec 4 milieux de terrain alors qu'on en a 7 ou 8, je me dis que ceux qui sont pas là, c'est que vraiment, s'ils sont valides pour jouer, c'est que vraiment, il y a des problèmes avec eux. Alors, le mercato aura aussi pour le but de rééquilibrer la valeur de l'équipe type et la valeur des remplaçants, parce que un des gros problèmes qu'on a, même si à Monaco c'est le parfait contre-exemple, puisque ce ne sont que des entrants qui font la différence, mais bon, je pense que l'action à Monaco, on la verra pas à tous les matchs. D'ailleurs, je remarque que dans le match suivant, Jeffinho n'est pas du tout rentré, mais enfin bon, il faudra aussi se poser la question sur Jeffinho et sa réelle implication. Est-ce que ça vaut pas le coup de le renvoyer au Brésil? Donc, sachant qu'il prend une place d'extra-communautaire. Mais bon, on voit que quand on va piocher dans le banc, tout de suite, il y a une baisse de niveau très très importante. Vous voyez, par exemple, Lovren, évidemment, est suspendu pour 2 matchs. Vous regardez sur le banc les défenseurs centraux, vous avez Mamadou Sarr qui je pense n'est pas du tout prêt.
Vous avez Diomandé qui est en instance de départ et qui lui aussi d'ailleurs je crois partira à la CAN. Donc effectivement vous avez besoin d'un décès. Alors on va me dire ah mais il y a Adrielson. Alors Adrielson j'attends d'être sûr qu'il ait le niveau de la Ligue 1. Je n'en suis absolument pas convaincu. Je peux même vous dire que je suis convaincu du contraire. On verra, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais les échos que j'ai sur ce joueur ne sont pas du tout positifs. Bon, en tout cas, on aura peut-être une bonne surprise, un petit peu comme Enrique, mais bon, il faudra quand même qu'il soit meilleur qu'Enrique. Et donc, il faut absolument améliorer cela. Il faut évidemment anticiper la CAN, donc prendre des joueurs qui n'iront pas à la CAN. Donc ça, c'est très important. Et il faut aussi vraiment que ces remplaçants viennent titiller les titulaires et surtout apporter un plus. Parce que ce qu'on attend des remplaçants, c'est qu'ils apportent un plus. C'est d'ailleurs pour ça que moi je pense que comme Ryan Cherki va sans doute rester jusqu'à la fin de la saison, il faut prendre un milieu de terrain pour jouer en 4-3-3 et faire rentrer Ryan Cherki en cours de jeu, un peu comme un dynamiteur, et ne pas le mettre titulaire. Je pense que ce serait bien pour lui, il aurait un peu moins de pression et il pourrait lâcher les chevaux quand il entre. Bon, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Alors entre le matériel existant et les éventuels recrues, eh bien je pense que le gros chantier désormais de Pierre Sage, c'est d'améliorer la construction du jeu. Parce que en jouant comme ça, on va prendre quelques points, mais malgré tout, on est encore loin d'être sorti de la zone dangereuse. Donc, ouais, non mais c'est n'importe quoi ça. Et donc, il va falloir améliorer cette construction de jeu pour, on va dire, avoir davantage de certitude. D'ailleurs, Pierre Sage ne se cache pas sur ce sujet. Il dit que nous n'avons pas encore assez de certitude pour être certain d'atteindre l'objectif qui, et lui il l'a dit, contrairement à d'autres, il a dit que l'objectif c'était le maintien. Et là, effectivement, 3 victoires consécutives c'est très bien, ça nous permet de sortir in extremis de la zone rouge, mais vous l'avez vu, le calendrier est très compliqué, et donc il va falloir absolument repartir sur des bases beaucoup plus cohérentes en termes de construction de jeu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Pierre Sage, c'est réussite et ses objectifs désormais, même si je note qu'à ce jour il n'est toujours pas officiellement confirmé, même si on a peu de doutes sur la chose, mais bon, l'entraînement reprend dans 5 jours, donc il va quand même falloir mettre tout ça au clair. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.